vais vous présenter un cas clinique réel de fibromyalgie en fait. Alors la fibromyalgie, ça paraît pour tout le monde quelque chose d'insurmontable, d'inguérissable, de compliqué. Ça l'est. Parce qu'il faut gérer beaucoup de paramètres différents si on veut les guérir. Et moi, comme un recrutement, c'est assez fréquent en fibromyalgie, que ce soit des patients Belgique, France, etc. Et souvent, ces patients ne sont pas traités. Enfin, si, ils sont traités par antidépresseurs, somnifères, paracétamol, anti-inflammatoire, morphinique. C'est vraiment le traitement standard des fibros. Et cette patiente ici, qu'on appelle Nicole, 69 ans, est fibro, en fait, depuis 20 ans. Traitée avec antidépresseurs, somnifères, etc. Et il faut savoir qu'en fibro, en fait, c'est une addition de petites causes de fatigue et de douleur qui finalement font une grosse fatigue, une grosse douleur. Et moi, j'en ai répertorié, j'irai 12, 13, 14, 15, 16. Alors chaque fibro n'a pas les 16 causes, mais on doit traiter absolument toutes les causes à la fois et en même temps. On ne peut pas se permettre de se dire qu'on va traiter le manque de cortisol, et puis 3 semaines après le manque de DHA, et puis 3 semaines après l'acidose du patient, et puis après sa nutrition. Il faut vraiment tout faire en une fois, et c'est ça qui rend un peu ardu la prise en charge d'un fibromyalgique. Alors pour moi, je vois les choses assez simplement. Un fibromyalgique qui a pas mal, c'est un syndrome de fatigue chronique. Un syndrome de fatigue chronique qui a mal, c'est une fibro. Et quand je vois les publications, il y a quand même pas mal de choses. On cherche des traitements archi compliqués, très coûteux, comme un peu dans le diabète type 2, qu'on sait tous guérir facilement, alors que je ne vois pas très bien l'intérêt de chercher midi à 14 heures pour quelque chose qui est fonctionnel finalement. Alors, dans les causes de fibro, on a une mauvaise alimentation, puisque tous les fibros, quasiment, ils débutent tous par un problème de flore intestinale. Ils ont tous mal au ventre au départ, grand ballonnement. Et ce sont des patients qui, en général, mangent comme cette patiente. Elle mange du pain, des sandwichs, des produits laitiers, viennoiseries, pizza, donc tout ce qui est dérivé de blé, gluten. Et on sait que les cytokines libérées par la flore intestinale vont altérer, pas par la flore, par les globules blancs de la paroi intestinale, vont altérer le fonctionnement des récepteurs hormonaux. Donc avoir des bonnes hormones avec une dysbiose, c'est pas très malin. La patiente ne mangeait pas de protéines le matin, aucun complément alimentaire. Or, statistiquement, vous savez tous, puisqu'on fait le même boulot, que tout le monde est carencé. Que ce soit la B12, 80% de carence, que ce soit la vitamine D, 100% de carence qu'on n'en prend pas, que ce soit le zinc, au moins 80% de carence. Donc c'est assez inimaginable actuellement de vouloir être en bonne santé sans complément, vu la qualité des aliments et vu les carences systématiques. Or, comme vous le savez, Protéines du matin donne une molécule, un acémique qui s'appelle le tryptophane, qui est précurseur à la sérotonine. Et quand la sérotonine est basse, très basse, on déprime. Mais quand elle est un peu basse, on peut avoir mal aux muscles sans faire de sport. Tiens, un symptôme de fibro, être fatigué, être irritable. Alors, cette patiente a des signes typiques de manque de cortisol. C'est le coup de pompe après le repas du midi. Donc ça, c'est vraiment le signe qui marque quand vous demandez à votre patient, quand vous mangez à midi, comment vous êtes après. Si vous dites, je suis crevé, je dois faire la sieste, je dois dormir, c'est un manque de cortisol. Dans pas mal de ces patients-là, en fait, ils évitent de manger à midi, ou ils mangent très peu pour ne pas s'endormir après, pour être capable d'être fonctionnel l'après-midi. Compulsion pour le sucre, il n'y a pas que ça. Vous savez, la compulsion pour le sucre, ça peut être la sérotonine basse, ça peut être également un manque de lithium, ça peut être un manque de chrome. Mais quand on a le sel ajouté, c'est assez typique du cortisol, puisque le cortisol retient le sel, tout comme l'aldostérone. Et en cas de manque de cortisol, on fait pipi du sel, et le corps, il a besoin de sel, il cherche le sel partout. Ce sont typiquement les gens qui se jettent sur les paquets de chips dans l'après-midi. Patiente a mal partout. Ça a commencé par les jambes, puis ça s'est étendu à tout le corps. Moins de force. Et même monter les escaliers, c'est pénible pour elle. Donc ça, c'est vraiment des signes typiques de manque de cortisol. Constipation, crampe, ballonnement, c'est un côlon irritable qui est traité comme souvent par du spatalin, par un antispasmolytique, du buscopan. Donc on traite une rage de dents par l'aspirine, c'est bien connu. Elle a une mauvaise haleine, elle transpire, donc elle transpire mauvaise odeur de transpiration, ce qui suit en général une dysbiose bactérienne de type putréfaction, donc dans le côlon gauche, et hystérectomie et ménopause non prise en charge. Donc cette patiente, on lui dit, madame, vous avez 69 ans et vous allez continuer à vivre toute votre vie sans œstrogène, sans progestérone. C'est un peu comme je dis toujours à mes patients, comme vous leur faites rouler votre voiture sans eau et sans huile pendant encore 20 ou 40 ou 50 ans. Il y a moyen, mais c'est difficile. Et cette patiente a un excès pondéral de 10 kg. Alors, cette patiente a un reflux
elle a eu une intervention de Nissen qui n'a pas fonctionné, ou qui a fonctionné tout un temps puis ça n'a plus marché. Et elle prend même des IPP, des antiacides. Elle a du hémage. Le hémage, c'est un peu ce que j'ai ce soir. Vous allez m'entendre tousser, donc c'est un signe de reflux. Et des otalgies. Alors les otalgies, on verra tout à l'heure qu'il y a une cause bien particulière, ces otalgies, ce n'est pas son reflux en fait. Et il faut savoir que la principale cause de reflux, c'est ce qu'on appelle la gastroparésie. Ce sont des patients qui mangent et puis l'estomac ne digère pas. Donc l'estomac se remplit, l'impression d'avoir un gonflement au niveau de l'estomac après le repas. Et éventuellement, c'est des patients qui, 3-4 heures après, digèrent encore. Et puis ils retrouvent des morceaux de haricots dans les selles, voire des morceaux de feuilles de salade, voire d'autres aliments non digérés. Donc c'est un manque d'enzymes digestives, un manque de sécrétion gastrique, mais également, ces patients-là, le gonflement est dû à un manque de vidange gastrique, manque de péristaltisme. Ils sont d'ailleurs souvent constipés. La cause, évidemment, c'est l'hypothyroïdie. Donc dès que vous avez un patient qui a ce genre de symptômes, ça gonfle après le repas, ils ne savent pas digérer, aliments non digérés, pensez tout de suite à la thyroïde. Et la thyroïde est une des 16 causes de fibromyalgie. Ils sont tous hypothyroïdiens, tous. Alors, trouble de l'endormissement, ben voilà, ça c'est la mélatonine, ça on connaît. Cette patiente ne mange pas beaucoup de poissons gras, pas d'huile oméga 3, donc on peut être certain que ces récepteurs cellulaires ne fonctionnent pas ni aux hormones ni aux neurotransmetteurs. Et comme elle est en dysbiose, elle bloque une deuxième fois ces récepteurs par des cytokines. Voilà, c'est comme ça qu'on a des patients parfois qui ont des taux hormonaux plus ou moins corrects et qui ont tous les signes de déficience. Et donc, d'où la limitation des biologies. Parfois, on peut avoir des taux qui sont faussement normaux et des signes de déficience parce qu'il y a des blocages des récepteurs. Alors, elle a une sérotonine basse, donc douleur musculaire, parce qu'elle ne mange pas de protéines le matin. Il lui manque des tas de cofacteurs pour activer son tryptophane en sérotonine. Alors, comme tous les fibros, donc hypothyroïdie, fatigue dès le lever, frilosité, prise de poids, moral up and down, constipation, perte de cheveux, gastroparésie, peau sèche, tibia, talon. En fait, cette patiente combinait 17 signes d'hypothyroïdie, mais son médecin lui a dit que comme ça, TSH était normal, tout allait bien. Ça, c'est le truc classique. Il faut savoir que les hypothyroïdiens ont des rétentions d'eau. Souvent, ces patients-là se lèvent le matin avec les yeux gonflés, myxœdème facial, voire ça peut être la bague au niveau du doigt le matin, rétention au niveau des doigts, voire les chevilles ou les orteils gonflés, mais également ils ronflent, voile du palais imprégné d'eau pendant la nuit, le nez se bouche, cornet gonflé pendant la nuit, et ces patients, ça c'est un peu une théorie, je dirais à moi, mais je crois que c'est la vérité, une rétention d'eau entre les fascias musculaires et les muscles, et donc qui vont chez des rhumatos qui testent les trigger points, les points gâchettes, sur lesquels ils se basent pour établir un diagnostic. Et puis quand la patiente a 10, 12, 15, 18 points positifs, on lui dit « Ah madame, vous avez les trigger points de la fibromyalgie, c'est inguérissable ». Cette patiente a bêtement une rétention d'eau entre les fascias musculaires et le muscle. Rétention d'eau qui est toujours liée à un manque de T3, un manque de progestérone. On comprend déjà pourquoi maintenant ces patients, pourquoi dans les fibros, on a rarement des hommes. J'en ai, mais c'est rare. C'est surtout les femmes qui ont ça. Il y a un terrain hormonal. Et également, il faut penser au potassium bas, qui est une cause de rétention d'eau également. Et comme tous les fibreux, évidemment, elle a un manque de cortisol. Cortisol bas, fatigue, mal, douleur, puis c'est anti-inflammatoire. Et donc, vous avez encore une cause en plus des symptômes de fibro. Alors ici, j'ai listé les signes possibles de manque de cortisol. Alors, ce n'est pas limitatif, j'en ai certainement oublié, mais en tout cas, en ce qui concerne la patiente, j'ai mis en gras les signes qu'elle présentait. Mais évidemment, ce n'est pas limitatif. Donc Thierry, tout à l'heure, a parlé d'autres signes dont je ne parle pas ici, qui sont les vertiges, l'hypotension, enfin, il y a plein de signes possibles, mais en tout cas, les signes mis en gras, elle les avait. Alors, de nouveau, la clinique joue beaucoup. La médecine, c'est un art, ce n'est pas une science. Les taux de cortisol sanguin, c'est bien, mais parfois, et lors de ma conférence sur le burn-out que j'ai fait il y a quelques semaines, je m'en étais rendu compte, on a des articles qui montrent qu'un cortisol normal au niveau sanguin peut avoir un dysfonctionnement au niveau des récepteurs, parce qu'on parle d'une régulation avec une insensibilité des récepteurs. Donc, un cortisol sanguin normal, ce n'est pas encore gagné. Et je répète, cette patiente a mal partout et est fatiguée depuis 20 ans. Alors, chose particulière ici, je le dis en passant parce que c'est assez amusant, cette patiente a de mal aux oreilles. En fait, à la palpation, elle a mal aux articulations devant la mâchoire. Et quand on regarde devant sa bouche, on lui a arraché les dents à l'arrière en lui disant « Madame, c'est pas grave, il vous reste encore 20-25 dents, vous mangerez bien comme ça ».
Et donc, complications de ce genre de situation, et c'est des problèmes de mâchoire, de dysfonction de mâchoire, c'est le syndrome temporomandibulaire, par manque de tampon postérieur. Donc, comme je l'ai dit, vous n'avez pas eu à faire un dentiste, mais un arracheur de dents. Il faut vraiment trouver un vrai dentiste qui vous reconstruise tout ça. Donc, quand vous avez un patient qui a mal aux oreilles et qu'il n'y a rien à l'autoscopie, qu'il n'y a rien à l'examen, il faut penser aux mâchoires. Simplement, on met sa main, on palpe, ouverture-fermeture, diagnostic fait. Il faut savoir également que le manque de magnésium qu'elle avait accentue les tensions musculaires, dont les muscles mandicateurs, mais également les muscles dans le corps en général. Donc un manque de magnésium est une cause de douleur musculaire, de fatigue, de manque de récupération après un effort physique. Et souvent, d'ailleurs, ce manque de magnésium est associé à un manque de potassium, donc rétention d'eau dans les muscles, par exemple, les fascias musculaires. Là, elle a une dysphonie, donc un changement de voix. Elle a du MH, en effet, elle a du reflux. Le reflux est dû à quoi? Sa gastroparésie, mais il faut savoir que dans les cas de syndrome temporomandibulaire, donc ces patients qui ont constamment des muscles tendus au niveau des mâchoires parce que les dents ne se touchent pas, il y a un réflexe de mise en tension de la mâchoire. Ces patients ont une hyperstimulation du nerf vague. Or, le nerf vague stimule la sécrétion gastrique. Donc ces patients peuvent avoir du MH, du reflux, une toux chronique par simplement hypersécrétion de l'estomac parce que le cerveau il croit que le patient est en train de manger en fait. Donc le fait d'avoir des tensions musculaires induit une erreur au niveau central. Et il y a des tests très, très sophistiqués qui sortent constamment, comme ici un thermotest qui pourrait évoquer une éventuelle polyneuropathie des fibres fines au niveau des membres inférieurs. Je vous ai dit que j'y crois pas du tout. Voilà. Alors, en 98, 98 pour les Français, j'avais publié un article là-dessus dans Tempo Médical sur les problèmes temporomandibulaires. Et Pierrot Philippard, qui est présent, qui est stomatome, m'avait aidé à le faire. Alors, la patiente vient avec une biologie. Biologie, comme vous le savez, c'est toujours les mêmes choses qui sont testées. On teste un hémato, on teste un ionogramme, on teste un foie, un rein, on teste une TSH, et puis on dit à la patiente, votre prise de sang est normale, madame, tout va bien. Et finalement, de cette prise de sang largement incomplète qui n'a aucune utilité, mais quand même, les patients qui viennent nous voir souvent ont déjà fait 5, 10, 15 prises de sang qui ne servent à rien puisqu'on a dosé des choses qui sont toujours normales. Les seules choses que je retire d'intéressant dans cette prise de sang, c'est un CRP ultrasensible élevé, donc une inflammation systémique, inflammation de bas grade, qui dans son cas est certainement liée au manque d'oméga 3, liée à la dysbiose intestinale, et liée à son surpoids, puisque vous savez que la graisse intra-abdominale induit une inflammation de bas grade, avec résistance à l'insuline. Quasi tous les diabétiques type 2 sont en inflammation. Et qu'est-ce que je relève d'intéressant dans cette prise de sang? Elle a une TSH normale, évidemment, un cholestérol élevé. Alors, cholestérol, je crois que le mien est à 250 et je suis très bien comme ça, je ne veux pas qu'il baisse. J'ai un LDL un peu élevé aussi d'ailleurs, mais cette patiente, dans son cas-là, ça signe pour moi un cholestérol élevé. Pour moi, ça attire l'attention sur la thyroïde en fait, puisque dans 95% des cas, un cholestérol élevé est bêtement lié à un hypométabolisme. Donc la patiente a un cholestérol qui monte, un hypométabolisme qui peut être au niveau du foie, qui est entre tous les organes. Donc les hypothyroïdiens, hypo fonctionne de partout, du cerveau, de l'intestin, du foie, des reins, etc. Et on voit d'ailleurs très souvent, la plupart de ces patients-là, on leur donne un traitement thyroïdien adéquat, et 3-4 semaines après, le cholestérol est parfaitement normalisé, le LDL également, sans statine. Elle a un LIM négatif, et moi, ce que j'ai voulu avoir dans la prise de sang, c'est un cortisol libre ou salivaire, c'est une vitamine D, une B9, une B12, une T3 libre, un Q10, une testostérone, une DHA, et rien de tout ça n'a été fait dans ces 10 prises de sang précédentes, ce qui, je trouve, est vraiment dommage. Alors, elle est devant moi. Qu'est-ce que je prescris avant d'avoir sa prise de sang? Je lui prescris déjà 10 000 unités de vitamine D et de la vitamine K2. En effet, elle ne prend pas de vitamine D. Or, elle vit en Belgique tout habillée. Donc, on sait déjà que le taux dont elle aura besoin est quelque part entre 6 et 10 000. Je lui prescris des multivitamines B, du sélénium, du zinc, de l'iode. Pourquoi? Parce que j'ai tous les signes hypothyroïdie. Donc je sais déjà qu'à 9 chances sur 10, elle va être carencée dans 2 ou 3 de ces valeurs-là. Iode, sélénium, zinc. 80% de carence en sélénium, zinc actuellement. Et en iode, 50% des gens sont encore carencés. Elle ne mange pas de poisson gras, pas d'huile oméga 3. Elle ne mange que de l'huile d'olive, qui est oméga 9. Et donc, je lui donne déjà des oméga 3 sous forme de krill. Comme elle a mal partout, j'essaie de la désacidifier, donc je lui donne des citrates de magnésium et potassium, citrates désacidifiants, qui a également un effet déconstipant. Elle est aussi constipée.
Donc c'est vraiment très intéressant. Et ces citrates, souvent, donc, contiennent également du potassium. Donc je fais d'une pierre deux coups. Et évidemment, tout en sachant qu'une prise de sang va être réalisée dans le mois qui suit. Alors je la mets, là Thierry va m'en vouloir, mais bon voilà, j'ai pas de prise de sang. Je la mets sous GTA forte, extrait thyroïdien. Ça marche parfois. Allez, 20% des cas, 30% des cas parfois. Pour les gens au type hypothyroïdie, qui sont carentiels, ces extraits d'organes fonctionnent, mais ce n'est pas la majorité des cas. De toute façon, je rattraperai le coup, vous allez voir avec la prise de sang après. Comme elle ne mange pas de protéines le matin et qu'elle est en manque de noradrénaline, fatigue physique et psychique, manque de dopamine, pas de libido, mémoire, concentration, motivation, mais jamais déjà sous tyrosine le matin 2 grammes et jamais sous 5 HTP, donc précurseur de la sérotonine. Donc le tryptophane vient 5 HTP. Le Q10, j'en prescris 400 mg par jour. En effet, les fibros, je monte à 300-400 mg par jour. Et je lui prescris des nutriments mitochondriaux qu'on appelle acide alpha-lipoïque, PQQ, resveratrol, mais également carnitine, acétylcarnitine, ribose. Et je lui mets également comme antidouleur de la curcumine activée. Comme elle a des crampes ballonnements, elle a tous les signes de dysbiose, je sais déjà, même avant d'avoir ces tests, qu'elle est en dysbiose. Je n'attends pas de la revoir avec sa prise de sang. Je désinfecte son intestin à l'huile essentielle d'origan en retard et à l'argent colloïdal pendant 1 mois. Et je lui mets des prébiotiques. Alors pas de pro, puisqu'elle ballonne, pas de probiotiques, on peut aggraver le problème. Et je lui donne un soutien surrénalien qui est ashwagandha. Moi, je suis un fanat de l'ashwagandha. Ça marche du tonnerre, cette plante ayurvédique. Ça soutient la surrénale, la thyroïde. C'est un effet anticancéreux. Ça augmente les performances physiques, la masse musculaire. Et j'aime également sous bourgeon de cassis, mucuna puriens, le pois mascate, réglisse, on a parlé tout à l'heure, rhodiola, safran, gingembre. Donc elle a un traitement phyto. Et cette patiente revient avec une biologie quelques semaines plus tard, en me disant déjà, la petite histoire, c'est qu'elle a quasi plus mal, qu'elle a quasi plus fatiguée. Et je trouve de la prise de sang une vitamine A dans les choux à 40. Elle devrait être entre 70 et 100. Donc je la mets sous huile fond de morue. Et ça passera plus tard à 70. Donc on est dans les normes. Il faut savoir que en état hypothyroïdien, les caroténides ne sont pas activés en vitamine A. Et donc les hypothyroïdiens ont très souvent des vitamines A basses, et alors qu'ils ont des bêta-carotènes corrects s'ils mangent des fruits et des légumes. Magnésium, potassium bas. Alors potassium, elle est dans la norme. Il ne faut pas croire qu'elle est hors norme du potassium. Elle est, le potassium plutôt bas. Il est à moins de 4. Moins de 3,8, moins de 4, je ne sais plus. Et donc elle était à 3,5, pardon. Voilà, elle passera à 5 plus tard. B12 à 250 dans la norme du labo. Le labo vous dit entre 200 et 800. Mais fonctionnellement, avec une B12 aussi basse, on ne fonctionne pas, tant au niveau prévention cardiovasculaire, cancéro que neurotransmetteurs. Donc, jamais sous B12 activée sous la langue, elle passera à 900 très rapidement. La glycémie, glucose correcte, insuline élevée, 2 fois trop élevée, résistance à l'insuline. Et après quelques semaines, disparition de la résistance, elle sera guérie de son prédiabète type 2, simplement en la faisant bouger, en la faisant manger, en lui faisant arrêter les sucres, donc faire arrêter tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, ou en réduisant fortement, et en tout cas certainement pas les féculents à gluten qui en plus empoisonnent son intestin. Elle a une inflammation systémique à 4 qui se normalisera par la perte de poids, par les oméga 3, par la dysbiose. Vitamine D à 15, alors ça c'est très intéressant parce que vitamine D, on croit que ça sert à faire de l'os, mais ça a 100 autres rôles que de faire de l'os. La vitamine D à moins de 20, souvent ces gens-là ont mal aux muscles et ils ont des douleurs musculaires. Donc quand vous avez un patient qui est à 5, 10, 15 en vitamine D, vous pouvez être certain qu'il a mal aux muscles, vous le touchez, il a mal, et c'est des douleurs diffuses. Donc c'est-à-dire le patient ne sait pas vous dire si c'est articulaire ou musculaire, qui est la définition de la douleur fibromyalgique. Les patients vous disent j'ai mal, c'est profond, en profondeur, et je ne sais pas si c'est les muscles ou les articulations. Donc la vitamine D est une cause majeure de ces problèmes de douleurs spontanées. Et également de catabolisme, puisque oui, c'est une vitamine D basse, à moins de 50-60, on détruit ses muscles en fait. C'est une hormone stéroïde, la vitamine D, comme la DHA, la testo. Et donc, si vous avez une masse musculaire correcte et vous avez une vitamine D basse, vous la perdez rapidement. Et les oméga 3 étaient bas, les oméga 6 également, j'ai la DGLA, donc je la complémente. Tout ce qui est IgG alimentaire, tout est négatif, mais vous savez que ces IgG, c'est la valeur
Le diagnostic est assez faible pour tout ce qui est produits laitiers et gluten. Donc on a souvent des tests négatifs. Et le patient arrête de manger gluten, produits laitiers, ben ses intestins vont bien. Et son cholestérol qui était à 268 avec un LDL élevé, ben il chute à 210 et avec un LDL qui chute à 110, rien qu'en traitant sa thyroïde. Alors concernant la thyroïde justement, elle a une TSH normale, mais elle a une T3 très basse à 2,9 picomoles. Alors perso, moi j'ai remarqué, mais c'est l'expérience, qu'une T3 à moins de 5,2, très souvent, ces patients sont hypothyroïdiens. Mais c'est pas de la science, c'est de l'expérience. Et donc 2,9 picomoles, pour moi c'est une T3 dans la cave, et elle avait encore 10 signes d'hypothyroïdie. Donc j'ai mis de l'ERFA thyroïde, et en une semaine, parce que je vais assez vite en augmentant les doses, en une semaine, tous les signes ont disparu évidemment. Donc l'ERFA, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des hormones thyroïdiennes qu'on appelle naturelles, extraits de thyroïde de porc en fait, et c'est un traitement, c'est pour moi le meilleur traitement qui est. Sa DHA est à 33 microgrammes par décilitre. Avec 50 mg, elle passera à 260, ce qui pour une femme est correct. Et vous savez, la DHA est précurseur de la testo, donc sans DHA, pas de testo. Donc on peut cellulite, baisse de libido, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et au niveau de la flore intestinale, donc le DIM, les métabolites organiques de la flore intestinale, confirment qu'elle avait une dysbiose bactérienne et candidosique. Et comme elle est des gaz malodorants, c'était une flore de putréfaction. D'ailleurs, elle a une mauvaise haleine et mauvaise odeur corporelle. Et donc, je l'ai mise d'office sous flagile pendant 15 jours. J'ai mis sous sporanox pendant 15 jours, enfin 14 jours, boîte de 28. Et j'ai mis ensuite par traitement phyto pendant plusieurs mois, ail, berbérine, pamplemousse. Mais bon, de nouveau, c'est un traitement que moi je trouve qu'il fonctionne super bien, mais il y a 1000 façons de traiter une dysbiose, et chacun a un peu sa méthode. On fait du Donatini, on peut faire comme Serge Ballon-Perrin, des antibiotiques, certains antibiotiques peuvent fonctionner. Voilà, moi j'aime bien l'argent colloïdal, j'aime bien la phyto et les huiles essentielles. Et elle avait également un cuivre élevé, ce qui est logique puisqu'elle a un CRP élevé, le cuivre monte. Sélénium zinc bas, donc j'ai bien, et iode effondré, iode tout de suite 150, donc j'ai eu bien raison de lui donner son complément dès la première consultation. Et elle est déficiente en hormones de croissance, que je n'ai pas complémenté parce qu'elle avait tous les stimulants d'hormones de croissance qui étaient bas. C'était vitamine D basse, zinc, potassium, DHEA, œstrogène, pas de protéines au repas. Donc rien qu'en en améliorant ces cofacteurs, on améliore l'hormone de croissance. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner, mais dans un premier temps, voilà, j'ai fait ça. Alors quel est le résultat du traitement ? Ben, c'est très simple, c'est qu'un mois après le traitement, elle a plus mal au ventre. Donc dysbiose, plus rien, terminé. Mais ça ne marche que si le patient joue le jeu. Donc s'il y a un patient qui a mangé ses tartines, son yaourt et ses pâtes au blé le soir, évidemment, ça fout tout le traitement par terre. Donc c'est vraiment un deal à faire avec le patient. Fatigue, alors moi j'aime bien les échelles. Donc en fait, je demande au patient, voilà, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant une douleur intolérable, et 0 venait pas mal. À combien vous étiez au départ, combien vous êtes après? Mais là, on passe de 9-10 à 1 pour la fatigue, et on passe de 9-10 à 2 pour la douleur. La patiente remarche, refait du vélo d'ailleurs, et j'envoie la patiente en occlusodontie pour rétablir, ou en orthodontie, ou du moins je suis un très bon dentiste qui a des formations pour reconstruire une bonne occlusion dentaire. Et donc, pour terminer, donc après un mois de traitement, guéri de sa fibromyalgie, qui est inguérissable, hein, vous le savez, et également guéri de son prédiabète type 2, sans aller vers des molécules sophistiquées qui coûtent cher et qui finalement ont plein d'effets secondaires.